La F Radio présente Your Life Matters, la nouvelle campagne de sensibilisation initiée par la Fondation Orient-Occident en collaboration avec OIM. Suivez-nous durant 11 jours pour décrypter les réalités de la migration irrégulière avec des spécialistes pertinents et des témoignages poignants. À la F Radio, chaque voix compte. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la F Radio. Il est 15h passé de 37 minutes. On poursuit donc la série d'émissions initiée par la Fondation Orient-Occident en partenariat avec OIM. Je le disais hier, elle vise à sensibiliser les jeunes Marocains mais aussi subsahariens sur les risques liés au parcours irrégulier que les jeunes entament en ne sachant pas forcément toutes les réalités que le voyage implique. Nous avons discuté avec M. Salahaddine hier des généralités, des risques liés au logement surtout. Nous voici donc au second numéro et on va aborder d'autres aspects importants de la migration dont il est question, migration irrégulière, dont il est question durant cette campagne. Pour échanger là-dessus, nous avons reçu avec nous dans ce studio M. Mohamed Rachani. Il est professeur d'université, docteur en économie, président de l'Association marocaine d'études et de recherche sur les migrations. Il est connu notamment pour avoir produit beaucoup de productions scientifiques sur le sujet. Vous allez le constater tout au long de l'émission. Bonjour professeur Rachani, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors d'entrée de jeu, la question que j'ai envie de vous poser, je crois que nos auditeurs aussi ont envie de savoir, c'est qu'aujourd'hui, quel est l'état des lieux de la migration irrégulière, surtout au Maroc, en termes de tendance, de chiffres, que ce soit pour les subsahariens qui arrivent ou bien les Marocains qui partent? En termes de... C'est la question, c'est le grand problème auquel sont confrontés aussi bien les chercheurs que la société civile. C'est-à-dire la quantification de l'IMIA, puisque vous ciblez une catégorie de migrants, c'est-à-dire la migration irrégulière, de par sa nature et de par ce profil, il est difficile de délimiter, de quantifier cette forme de migration, de par le fait qu'un migrant irrégulier ne cherche pas à s'identifier. C'est-à-dire un migrant irrégulier cherche à rester invisible. De ce point de vue, dans ce qu'on a, que ce soit pour les Marocains à l'étranger comme pour les subsahariens ici, on dit les irréguliers parce qu'il n'y a pas uniquement des subsahariens, il y a des Syriens, il y a 116 nationalités, vous vous rendez compte? Au Maroc, lors de la première opération de régularisation, on a quantifié 116 nationalités. Ce qui fait que c'est vrai que la régularisation permet un peu de donner une idée en termes quantitatifs sur ce stock, je m'excuse du terme, de migrants, mais ce n'est pas suffisant parce que beaucoup de migrants ne déposent pas leur dossier pour justement régulariser leur situation. Donc de ce fait, moi je me rappelle le ministre Liou, avant les régularisations, parlait de 35 à 40 000 migrants en situation régulière au Maroc. Or, il s'est avéré que ce chiffre reste largement en deçà justement, pas de la réalité, parce que la réalité on ne la maîtrise pas. Mais ceci dit, moi dans le livre que vous avez là, moi je me réfère aux interceptions. Les interceptions qui sont autour de 88 000. Donc 88 000 par rapport à 35 à 40 000. Le gap est énorme. Et puis c'est uniquement les interceptions, c'est-à-dire il y a d'autres personnes qui ne sont pas interceptées. Alors globalement, les chercheurs essaient un peu de donner une estimation autour de 100 000 migrants en situation régulière au Maroc. Mais ça reste un chiffre très approximatif, de par le fait que, justement, on ne peut pas quantifier cette catégorie de migrants. Cette catégorie de migrants. Alors, parler de 88 000, de près de 40 000, les chiffres sont quand même énormes, sans compter ceux qu'on ne peut pas forcément identifier. Les gens quittent nombreux chez eux pour venir soit au Maroc transiter, soit quitter le Maroc pour retrouver l'Europe. Ils sont nombreux. Et les chemins sont très dangereux et très périlleux pour eux. Et j'aimerais qu'on en parle. Quand je préparais cette émission, j'ai parcouru quelques-uns de vos travaux. Et une phrase m'a marqué que je vais vous lire et pour que vous puissiez nous en expliquer davantage. Alors vous disiez la cité d'Agadez du Niger est devenue le nouveau carrefour migratoire vers lequel confluent presque tous les flux en provenance de l'Afrique de l'Ouest. Par dizaines de milliers, c'est d'amener en jambes le désert dans des conditions dantesques pour rejoindre la Libye ou le Maroc via l'Algérie. Qu'est-ce que vous entendez par conditions dantesques, justement? On a envie de savoir les conditions dans lesquelles les migrations se font. C'est des conditions, à la limite, je pourrais dire inhumaines, dans la mesure où, quand vous avez ce qu'on peut appeler un camion building,
c'est-à-dire un camion qui transporte à la fois de la marchandise et sur les marchandises, il y a un certain nombre, et surtout beaucoup de migrants. Et donc de ce fait, c'est vrai que c'est une aventure à haut risque, parce que justement, c'est pour ça que quand les Européens avancent les chiffres sur les disparus en Méditerranée, ils oublient un peu que ce qui se passe en amont, c'est-à-dire dans le désert de Ténéré, peut être plus dramatique que ce qui se passe en Méditerranée, parce qu'en Méditerranée, les drames sont visibles. Mais dans le désert, c'est ce que j'appelle moi une mort anonyme, c'est-à-dire les gens meurent, ni vus, ni connus. Personne ne rentre. Parce qu'il suffit que ces camions tombent en panne, justement en plein désert, et qu'il manque d'eau pour que la catastrophe arrive. Et justement, les gens ne sont pas... Et là, on rejoint l'idée que vous avez soulevée au départ, c'est-à-dire que les gens n'ont pas conscience de ça. C'est-à-dire que l'aventure devient à la limite irrationnelle. C'est-à-dire que les gens ne se posent pas la question comment je pourrais traverser le désert. La traversée du désert se termine parfois, comme on dit, la traversée de la Méditerranée se termine parfois au fond du détroit, et bien la traversée du désert se termine parfois malheureusement d'une manière dramatique. De manière dramatique. Et malheureusement, comme je le disais tantôt, les jeunes ne sont pas vraiment informés. Quels sont les risques, par exemple, d'escroquerie, d'arnaque auxquels ils peuvent être confrontés? Parce qu'il y a aussi les réseaux de passeurs qui sont sur tous ces chemins-là. C'est un commerce qui devient très lucratif, parce que c'est le président de l'OIM qui disait que, bon ça il y a quelques années, qui disait que le chiffre d'affaires justement de ces trafiquants atteint les 35 milliards de dollars. C'est justement un gain qui s'approche un peu du gain des trafiquants de drogue. Oui. Donc ce qui fait que, de ce point de vue, moi je pense que les gens payent pour justement finir dans une catastrophe. Malheureusement, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire ils sont arnaqués. Nous avons fait une enquête sur les migrants subsahariens. C'était la première grande enquête qui a été faite au Maroc en 2007-2008. Et là, on a pu justement voir, on a fait un partenariat avec une ONG italienne, GIST. Et là, on s'est rendu compte de l'atrocité des choses, c'est-à-dire comment ces gens-là étaient arnaqués, maltraités. De toute façon, nous avions une liste des risques auxquels ont été confrontés ces migrants. Lesquels, par exemple? Les décès. Il y a des gens qui ont été témoins de décès. Il y a plus du tiers qui ont assisté au décès de l'un de leurs. Les gens qui étaient dépouillés de leurs biens, des gens qui étaient maltraités par les douaniers, des gens qui étaient violés. Parce qu'un tiers des femmes, justement, subsahariennes sont violées avant d'arriver à Oujda. Justement, donc, on va en parler. Oui, alors tous ces drames, malheureusement, les gens, bon, quand ils prennent cette décision d'immigrer, ne prennent pas en considération ce risque. Ce risque qui est maintenant connu. C'est-à-dire que c'est vrai que maintenant avec le téléphone portable, on peut communiquer ce qui se passe. Oui, il y a des vidéos, des photos. Donc il y a énormément de risques auxquels seront confrontés les candidats à l'immigration pour aller vers le nord de l'Afrique. Alors, il y en a qui meurent dans le désert. Il y en a qui arrivent quand même au Maroc et qui donc sont en période de transit. Mais malgré ça, ils ne sont pas forcément au bout de leur peine. Et c'est à ce moment-là que va intervenir, par exemple, l'exploitation au niveau du travail. Alors, étant irrégulièrement installés, ils ne peuvent pas avoir accès au travail formel. Ils sont forcément livrés ou orientés vers le secteur informel. Et même là, le taux d'activité est très très faible. Mais en plus, le plus difficile pour les migrants, c'est qu'ils sont exploités par leurs employeurs. Ils sont sous-payés, parfois pas du tout. Qu'en dites-vous des risques de précarité économique qui peuvent arriver dans ce genre de cas, par exemple? Les risques de précarité économique, en bas de l'échelle sociale, malheureusement, ne sont pas propres aux subsahariens, mais même les Marocains. Vous voyez un peu ce qui se passe au niveau de certains secteurs, surtout quand on travaille dans l'informel. Donc là, évidemment, mais les choses ont changé un peu. C'est-à-dire que quand on a fait l'enquête, nous, on a constaté que seuls 2,3% des migrants subsahariens ont un travail régulier. Mais maintenant, je pense qu'avec la régularisation, les choses en bas. Il faut dire que quand on est régularisé, on n'est plus irrégulier. Oui. Mais ceci dit que les choses changent un peu maintenant. C'est vrai que dans l'agriculture, de plus en plus de subsahariens travaillent dans l'agriculture, travaillent dans le bâtiment, travaillent dans les travaux domestiques. Et c'est des secteurs
il y a une d'exploitation. C'est des secteurs auxquels tous les travailleurs sont soumis à l'exploitation. Peut-être encore plus les subsahariens, parce qu'ils sont des étrangers et ils sont vulnérables, et souvent ils n'ont pas régularisé leur situation, mais c'est des secteurs, dans les travaux domestiques, moi je trouve que c'est vrai que maintenant avec cette loi qui normalement devrait permettre un peu de limiter les dégâts, mais ceci dit, dans l'agriculture, nous avons un grand déficit, parce que c'est pour ça que j'ai dit pour nous, Marocains, l'immigration est une solution, ce n'est pas un problème. Parce que nous sommes dans un état très avancé de la transition démographique, c'est-à-dire que les Marocains, en imitant un peu ce qui se passe en Europe, font de moins en moins d'enfants. Et de ce fait, on a de moins en moins de population active. Et on a commencé à connaître un certain nombre de déficits dans certains secteurs. Dans les 3 secteurs que je viens de citer maintenant, moi je connais des exploitants des fermes, ils disent qu'ils ont toutes les peines du monde à trouver des ouvriers agricoles. Avec les subsahariens, ils arrivent à résoudre le problème. Dans les bâtiments et les travaux publics, idem. Dans les travaux domestiques, idem. Donc ce qu'il faut, c'est essayer un peu de mobiliser tout le monde pour justement sauvegarder les droits de ces travailleurs c'est vrai, qui sont venus d'ailleurs, mais qui doivent avoir leurs droits concernant le travail qu'ils effectuent. Oui, mais justement, c'est là le problème, ce sont les droits de ces gens-là, genre ils n'ont pas vraiment de droits, pratiquement, parce qu'on rencontre dans des chantiers des migrants irréguliers qui travaillent vraiment toute la journée, parfois tout le mois, mais on leur donne rien à la fin et ils sont livrés vraiment à beaucoup d'autres choses par la suite. Ils n'ont plus d'argent, donc ils ne peuvent plus s'offrir un loyer, ils ne peuvent plus manger à leur faim, et puis après, c'est d'autres conséquences qui seront engendrées. Absolument. C'est le propre. Moi, je m'excuse de parler d'une expérience personnelle. Quand j'ai fait une enquête sur les migrants marocains en Libye, c'est à peu près le même scénario. C'est-à-dire que là, leur vulnérabilité, de par le fait qu'ils sont irréguliers, les rend justement victimes de ce genre de traitement. Ce qu'il faut, c'est au niveau officiel, au niveau du gouvernement et au niveau de la société civile. Moi, je pense que la société civile pourrait jouer un rôle important dans la mesure où ces gens sont invisibles. L'État ne va pas les chercher pour les défendre. Mais la société civile, si. C'est-à-dire, si on essaie un peu de mobiliser des ONG pour essayer un peu d'assurer le suivi de la protection de ces migrants, ce serait une bonne chose. D'accord. Alors, j'ai fait exprès d'évoquer le problème de la précarité économique parce que je le disais, ça empêche les migrants d'avoir des logements décents. Alors, quand on n'a pas de logement décent, forcément, on est exposé à l'insalubrité et à l'insécurité. Et tout ça donne naissance à un manque de soins parce que quand on tombe malade, on n'a plus d'argent pour aller se soigner, on n'a même pas où dormir correctement. Donc, quelles sont les conséquences, point de vue sanitaire, que ce genre de situation peut engendrer chez le migrant irrégulier ? Il faut dire qu'il y a, du moins sur le plan des textes, il y a le règlement des hôpitaux qui impose à tout hôpital auquel s'adresse un migrant, quel que soit son statut, quelle que soit sa couleur, de le prendre en charge. Donc il y a une prise en charge systématique. Systématique. Et puis, malheureusement, et c'est ça le problème de la régularisation qui intervient, c'est-à-dire pour ceux qui étaient régularisés, il y a des conventions qui étaient signées entre le ministère de l'immigration et je pense qu'il y a une société d'assurance. Il y a des conventions qui ont été signées justement pour assurer une protection médicale à ces immigrés. D'accord. Alors tout à l'heure, M. Rachani, vous parliez donc des femmes, de la féminisation assez soutenue quand même de la migration de plus en plus. Et les femmes sont parfois exposées à des vulnérabilités aussi dans le processus de la migration irrégulière. Est-ce qu'on peut dire que c'est le caractère irrégulier de la migration qui accroît les risques d'exploitation sexuelle ou toute autre forme de violation faite aux femmes? Absolument. Parce qu'une femme en situation irrégulière ne peut pas aller se plaindre. Elle peut normalement aller se plaindre. Mais elle a peur justement, de par son statut, d'aller se plaindre. Et c'est ce qui fait la force de ces violeurs qui justement agissent sans punition. Alors ce qu'il faut, c'est un peu de... Peut-être que, et là je pense à la société civile, d'exercer aussi une pression pour que d'autres régularisations interviennent qui permettent justement à ces migrants qui sont chez nous, et que je répète, c'est une solution pour nous, parce qu'il n'y a pas uniquement les 3 secteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, maintenant, parce que vous savez, il y a une chose que je dis toujours aux Marocains, je leur dis, ces gens-là, ils sont mieux instruits que nous.
Pour une raison qui est évidente, c'est que lors de l'opération, nous, quand on a fait l'enquête, on a trouvé que 16,9% des migrants subsahariens avaient un diplôme universitaire. Lors de la régularisation, ils étaient 21%. Ça veut dire que 1 sur 5 de ces migrants subsahariens, il a un diplôme universitaire. C'est un cadeau pour le Maroc. Donc, ce qui fait que ces jeunes-là, il y a beaucoup maintenant qui travaillent dans des sociétés, surtout dans des écoles privées, qui travaillent dans des cabinets comptables, et cela permet un peu, c'est-à-dire que nous avons un changement de profil de migrants qui s'adapte mieux à une intégration. On commence même à voir des mariages, et donc des mariages mixtes, ce qui fait qu'on est sur une voie un peu d'avancement concernant justement l'intégration. Oui, mais le problème avec l'exploitation sexuelle des femmes, c'est qu'elle est croissante, malheureusement. Moi-même, j'ai rencontré beaucoup de femmes migrantes qui sont complètement intégrées dans une sorte de chaîne. Elles sont là avec les passeurs, elles font des enfants alors qu'elles ne sont pas mariées. Donc, elles se retrouvent prisonnières, en fait, de ce business de migration irrégulière. Et rien n'est fait pour elles. Du coup, ça croît. Ça croît, les choses augmentent de plus en plus et rien n'est fait contre ça. Non, pas rien n'est fait. Il y a une loi maintenant. Par conséquent, c'est au niveau de l'application, et la loi prévoit la protection des victimes. Oui, vous l'avez dit, il y a une loi, mais les femmes, elles ont peur d'aller vers l'autorité. C'est votre travail. Du coup, elles sont exposées alors. Mais ce qu'il faut, c'est mobiliser la société civile et sensibiliser ces femmes qui sont victimes de viol de s'adresser à la justice. S'ils s'adressent à la justice, ils ne courent pas le risque d'être expulsés de par le fait qu'ils étaient violés. Donc ça, c'est prévu par la loi. C'est-à-dire, la loi prévoit une aggravation de la punition des auteurs de ces crimes et une protection, et même des dénonceurs. Même les dénonceurs sont protégés justement par la justice. Ce qu'il faut, c'est dire à ces femmes qui subissent ce viol que vous pouvez vous adresser à la justice. Et le mieux serait qu'ils soient accompagnés par des acteurs de la société civile. Oui, mais il y en a par exemple, pas forcément dans les pays de transit, mais sur le chemin, qui sont aussi exploités. Sur le chemin, il n'y a pas forcément d'autorité, par exemple dans le désert ou bien dans les forêts où il y a des campements de fortune. Il n'y a pas forcément l'autorité là-bas. Du coup, ces femmes-là se retrouvent exposées à tout et à rien. Oui, mais malheureusement. Bon, en cours de route, le Maroc ne peut rien faire. Mais c'est leur pays d'origine qui pourrait justement mener des campagnes de sensibilisation pour essayer de dire voilà, vous encourez, voilà les risques que vous encourez si vous adonnez à cette aventure. Mais ceci au Maroc, moi je vous dis que c'est vrai qu'à certains moments, on a entendu même parler d'un gouvernement de certains pays qui gèrent, il y a certains, comme on dit, comme l'équivalent d'un président, un chairman, qui gère un peu le clan comme une petite tribu et qui fait ce qu'il veut avec les femmes. Donc ça aussi, c'est très dangereux quand même pour leur santé mentale. Alors, on va parler à présent... Non, excusez-moi, c'est très dangereux, j'insiste, c'est très dangereux. C'est pour ça que je vous dis que la seule solution, si elles ont peur d'aller en justice, il y a des sociétés, des ONG. Maintenant, il y a des ONG subsahariennes ici. Je pense qu'ils pourraient justement accompagner ces femmes pour plaider leur cause auprès de la justice. Oui, mais sauf que ce n'est pas toujours évident. Mais à présent, on va parler des chemins d'émigration irrégulière des Marocains. Quels sont les chemins aujourd'hui les plus prisés d'émigration irrégulière par les Marocains et quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés pendant le voyage? Parce que j'imagine que les difficultés que les subsahariens rencontrent ne sont pas forcément les mêmes que celles que les Marocains rencontrent en quittant le Maroc irrégulièrement. Ah, les Marocains, moi je pense que il y a surtout les pateras, les empruntés. Il y a deux types d'immigrants clandestins. Il y a ceux qui arrivent à avoir un visa et qui immigrent en bonne et due forme, puis après ils consomment leur séjour légal, ils restent là-bas. Donc ce qui fait la majorité, d'ailleurs, je crois que c'est l'ex-ministre de l'Intérieur du temps qui disait que la majorité des migrants, le plus grand pourcentage de migrants que nous avons ici, ils ne sont pas rentrés par des pateras, ils sont rentrés avec un visa en bonne et due forme, et ils ont décidé de rester après les 3 mois. Donc, mais ceci dit, il y a des Marocains, mais de moins en moins, parce que maintenant, de moins en moins, on entend. Moi, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, chaque jour, la presse rapporte, les médias rapportent le cas de pateras qui étaient interceptés, ou de pateras qui ont coulé. Maintenant, ils vont en Libye. Qu'est-ce qu'on va faire en Libye? C'est un suicide.
Partir en Libye, en lui-même, est un suicide. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en Libye? Moi, je vous dis, les Marocains qui étaient migrants là-bas vivent des difficultés énormes. Donc, ce qui fait que, à fortiori, comme quelle difficulté, par exemple? Je vous dis, c'est-à-dire, il y a un racisme. Il y a par exemple des femmes, dans l'esprit des Libyens, les femmes, on peut les violer, on peut en faire ce qu'on veut. Et il y a moi je rencontrais des artisans qui n'étaient pas payés. Et que le militaire libyen leur dit, ah, si vous venez réclamer votre dû, je vous verse ce revolver, ce genre de truc. Parce que, et là, évidemment, il y a la Libye, il y a les Patera, et il y a parfois des choses exceptionnelles, comme ce qui est arrivé avant-hier, cet avion qui a été... C'est un scénario hollywoodien, parce que justement, c'est l'intelligence qui est justement instrumentalisée pour des choses qui ne sont pas bien, à la limite, plus ça. C'est-à-dire comment imaginez détourner un avion pour immigrer d'une manière irrégulière. Justement, qu'est-ce que ça envoie? Quel signal aux défenseurs ou aux militants de la cause migratoire? Je vais vous dire, c'est une obsession. L'immigration pour les Marocains, comme pour certains jeunes subsahariens, devient une obsession. Nous, les enquêtes qu'on a faites, c'est-à-dire moins de 50% de ces migrants sont en chômage. C'est-à-dire que la majorité ont un travail. Et comment vous avez un travail et que vous vous lancez dans une aventure auquel de laquelle vous pouvez périr? Donc, ce qui fait que c'est pour ça que moi je parle de l'irrationnel. L'obsession est irrationnelle. Et là, justement, c'est l'irrationnel. Vous allez en Turquie pour les vacances, vous trouvez ça, c'est un bon film, je crois. C'est quand même hallucinant parce que ça a complètement chamboulé la programmation de l'aéroport. Et j'ai envie de savoir, vous en tant que chercheur, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous avez beaucoup plus peur pour l'avenir concernant ces immigrations irrégulières? Ou qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi exactement? Là, moi je pense que l'immigration irrégulière au Maroc diminue. C'est-à-dire que là, il diminue de par le fait que la principale voie, qui est le détroit, est bien contrôlée par les deux parties. À part la parenthèse de CETA, parce que ça, le Maroc a ouvert pour des raisons qu'on connaît. Mais ceci dit, maintenant, prendre une patera et aller, c'est difficile d'arriver de l'autre côté. Maintenant, c'est vrai que les Algériens font ça, mais les côtes algériennes ne sont pas aussi bien gardées que les côtes marocaines. Maintenant, nous, je pense que le ministère de l'Intérieur fait du bon travail et qu'on est arrivé à démanteler, je n'ai pas le chiffre exact, mais des centaines de réseaux de trafiquants de migrants irréguliers. Et justement, en parlant de trafic, que savez-vous des stratégies de contournement mises en place par les passeurs pour faire fleurir un business qui est devenu finalement un business? Les passeurs utilisent maintenant comment on dit, c'est pas des pateras, mais c'est des trucs qu'ils utilisaient avant pour le trafic de la drogue. Maintenant, il y avec des moteurs, des chevaux puissants, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est-à-dire que là, il peut courir mieux que n'importe quelle navette policière de la côte espagnole, et ils peuvent arriver et débarquer leurs marchandises, je m'excuse du terme, à destination. Donc, ce qui fait que, en fait, c'est un commerce. Ça, c'est clair, c'est clair. Donc, voilà. Et puis il y a des idées, il y a des gens qui se cachent dans... moi j'ai vu une chose qui est extraordinaire, ça je me rappelle. Moi j'étais à Tanger devant un feu rouge, et tout d'un coup il y avait un car qui s'est arrêté devant moi, et je vois 4 jeunes mineurs, et on a un clin d'œil, et le car était plein, et il frôlait un peu le sol. Et tout d'un coup, je vois ces 4 mineurs rentrer sous le car et disparaître. Là j'ai très peur parce que je m'attendais à voir des bras, des jambes. Des cadavres, oui. Mais finalement, il y en a. C'est-à-dire qu'ils connaissent très bien l'architecture intérieure du car. Oui, mais ça reste dangereux quand même. Oui, mais moi je me disais que c'était sûr qu'il y aurait des dégâts. Mais en fin de compte, voilà. Oui, mais déjà, avec le chemin qui sera long, forcément, à l'arrivée, on va trouver quelques-uns déjà morts. Ah, mais c'est extraordinaire, parce que là, il y a des... Bon, c'est vrai qu'on dit que le besoin crée l'intelligence, mais ça, c'est pas un besoin, c'est un suicide. Donc, de ce point de vue,
Ce qu'il faut, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de montrer à ces gens-là que c'est un suicide potentiel. C'est un suicide potentiel. Alors de plus en plus, professeur Khachani, on voit que les points de départ se multiplient aussi au Maroc, entre autres. Les gens partent au sud, les gens partent du nord, les migrants subsahariens principalement. Qu'est-ce qui explique la diversité des points géographiques de départ? C'est le contrôle. Là où il y a un contrôle, on essaie d'éviter pour aller dans un autre coin qui a moins de contrôle. Dans les îles Canaries, il y a moins de contrôle, parce que les îles Canaries sont ça. Mais c'est dangereux, les îles Non, mais Canaries. Il y a beaucoup de naufrages. Vous défoncez des portes ouvertes, on sait que c'est. Vous posez des questions. Bon, pourquoi? Mais je vous dis, mais c'est vrai que c'est dangereux. Mais les gens n'ont pas conscience du danger. La première île qui est proche du Maroc, c'est à peu près 100 km, c'est 90. Pour parcourir l'océan, avec un courant de Canaries qui est très puissant. Donc ce qui fait, ça c'est un danger éminent. Mais les gens, c'est irrationnel. C'est pour cela que, quand vous posez la question de la sensibilisation, c'est le cas de le dire. Ces gens ont besoin d'être secourus. Réveillez-vous. D'abord, de l'autre côté, c'est pas l'Eldorado dont vous rêvez. Parce que maintenant, il y a des Espagnols qui viennent au Maroc chercher du travail. Deuxièmement, c'est un risque imminent. Un risque imminent. Et puis vivre dans un pays où je me sentirais toujours rejeté, surtout maintenant dans tous les pays européens, il y a une remontée en France de l'extrême droite, dont le cheval de bataille est justement l'immigration. Vox en Espagne, maintenant, pour lui, il faut chasser. C'est une idée tout à l'heure, je discutais avec mes étudiants, il faut stopper les transferts de l'Espagne vers les pays d'origine, comme mesure contraignante vis-à-vis de ces immigrants pour les pousser à revenir. Et là, si vous prenez la France, c'est la même chose, avec Le Pen, avec ce phénomène Zemmour aussi. Si vous prenez l'Allemagne, l'Alternative für Deutschland, c'est un petit parti qui est né en 2013 et qui était eurosceptique. Maintenant, il a trouvé que l'immigration rapporte mieux. Donc, il est devenu anti-immigration et il a explosé, c'est-à-dire... Ça crée beaucoup de difficultés aux immigrés. Donc, si vous prenez tous les pays, vous constatez que l'extrême droite prend du poids. Prend du poids parce qu'ils ont fait un commerce, un commerce de voix. C'est clair. Alors, je lisais, donc je disais tout à l'heure que je lisais vos travaux et j'ai constaté que plus de 40% des migrants qui viennent au Maroc, les migrants subsahariens principalement, ils arrivent à collecter eux-mêmes l'argent qui leur permet donc de voyager. Ils font des épargnes personnelles notamment. Mais est-ce que vous pensez, comme beaucoup aujourd'hui, que compte tenu des difficultés, des risques qu'ils rencontrent, il ferait mieux, par exemple, de rester chez eux et d'investir cet argent dans quelque chose? Il y a des gens qui dépensent jusqu'à 15 millions de centimes. 15 millions de centimes pour l'année. 15 millions au Maroc, c'est un capital pour démarrer un projet. Et avec l'INDH, je pense qu'on peut justement faire des choses. Donc, ce qui fait que vous savez que la migration est devenue un projet économique. C'est-à-dire que même les parents, parfois le jeune, il est poussé par les parents, c'est pas lui-même, c'est pas une initiative personnelle. Justement. Moi j'ai connu des parents qui ont poussé, qui avaient un travail stable, les ont poussés à immigrer. Tout ça, ce sont les chimères de se dire l'Europe, c'est l'Eldorado. Ce sont des illusions, je pense, qu'ils ont dans la tête, il faut les déconstruire. Voilà, il faut déconstruire. C'est exactement le mot qu'il faut. Il faut déconstruire cette image idyllique qu'ils ont de... Je vous dis, moi j'ai rencontré un immigrant régulier je ne sais pas dans quelle ville italienne, je lui ai dit, rentre chez toi. Et il m'a dit, moi je ne peux pas rentrer, parce que regardez mon état, les gens là-bas, ils ont cotisé pour m'envoyer ici, donc moi je dois rentrer avec l'argent. Mais sauf qu'ils ne rentrent jamais avec de l'argent. Et pire que ça, il y avait, ça c'est quelque chose qui m'a été raconté, il y avait un jeune qui téléphonait à son père pour lui dire « Je suis malade, je veux rentrer ». Il lui dit « Non, tu ne dois pas tomber malade, moi j'ai emprunté de l'argent pour que tu voyages maintenant, tu ne rentres jamais sans de l'argent ». Il est décédé, il est rentré dans un... Voilà. Justement, et parlant d'ailleurs de maladies, il y a aussi des gens qui dépriment et qui vont jusqu'à la dépression. J'en ai rencontré à Caritas. C'est clairement incroyable.
Là, surtout parmi les subsahariens, parce que chez nous, on peut dire que les migrants irréguliers, c'est des migrants qui sont à la limite, qui ont un petit diplôme, qui sont analphabètes. Mais chez les subsahariens, il y a des diplômés, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui ont la maîtrise. C'est forcément, ils doivent des prix, enfin, ils dépriment plutôt, pas déprimés, ils dépriment, parce qu'ils sont sous le choc. Justement choc de la réalité, parce qu'il y a un déphasage entre ce qu'on leur dit et ce qu'ils vivent après dans la suite. Alors, on arrive vers la fin de notre émission, on a fait quand même quelques trentaines de minutes. J'ai une dernière question pour vous, professeur Khachani. Il y a beaucoup de pertes en vies humaines dans les processus migratoires irréguliers. C'est vraiment considérable sur tout ce qui se passe dans la Méditerranée ou dans le désert et sur les routes aussi. Pour pallier à tout ça, forcément, on va revoir les politiques d'immigration à un moment donné. Mais le migrant lui-même étant un acteur principal, avec quelle approche peut-on les sensibiliser pour qu'ils participent eux-mêmes à la lutte? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour qu'ils arrêtent d'entamer des voyages dont ils ne connaissent pas l'issue ou forcément les réalités? Moi, je pense qu'il ne faut pas dire à l'immigré, il faut dire à l'Europe. Parce que l'Europe a besoin d'immigrés. C'est une hypocrisie de dire que nous luttons contre l'immigration irrégulière. Oui, mais en attendant qu'il s'en rende compte, le migrant, lui, il met en jeu sa vie. Oui, ben, il faut le sensibiliser, c'est tout. Lui montrer ces réalités dont on est en train de discuter. Ben, je vais vous avancer un chiffre. Ben, les morts en Méditerranée depuis 2000 jusqu'à maintenant, c'est à peu près 34 000. 34 000, c'est une ville. C'est une ville. C'est quand même énorme. 34 000 de morts. Et ça, c'est, je répète encore, ce qui est les disparitions en Méditerranée. Il faut voir en amont, je dis, dans le désert. Si vous ajoutez ce qui se passe dans le désert, c'est affreux. Mais ceci dit, la seule chose qu'on peut faire, c'est qu'il faut sensibiliser ces gens-là, leur montrer les dangers qu'ils encourent en s'abonnant à cette aventure. Oui, et qu'ils peuvent surtout réussir chez eux. Absolument, absolument. Bon, c'est vrai que, et là je reviens à un autre problème, parce que là, c'est pas toujours la faute de l'autre, c'est aussi la faute. Parce que ce qui se passe en Afrique, c'est terrible. En Afrique, c'est terrible. Quand je dis l'Afrique, c'est depuis l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que nous, on s'est dit à un certain moment, c'est fini, les coups d'État, les crises politiques. Maintenant, ça repart. Maintenant, les coups d'État. L'Afrique, c'est 10% de la population mondiale, mais c'est la moitié des conflits mondiaux. Donc, ce qui fait, maintenant, c'est vrai qu'avec la démographie, c'est vrai. Bon, les gens disent que l'avenir démographique du monde, c'est l'Afrique. Oui, c'est le futur, puisque la population est jeune. Absolument, parce que la population est jeune. Et justement, ce qu'il faut, c'est un peu de management peut-être. Un management humain, parce que l'Europe, c'est pour ça que j'ai parlé de l'Europe. L'Europe, il a besoin de force de travail, il a besoin d'immigrés, mais pour des raisons politiques, il y a enfin de lutter contre la migration, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'économie, mais en fait, ils ne luttent pas. Parce que moi, j'ai dit, par exemple, je donne l'exemple de l'Ejido, en Espagne. L'Ejido, c'est tous des immigrés en situation régulière. Et le maire de l'Ejido est quelqu'un de la droite, pour ne pas dire de l'extrême droite, parce que pour moi, le Parti populaire, c'est un parti d'extrême droite. Donc lui, tout le monde sait qu'il y a des immigrés en situation régulière. Tout le monde ferme les yeux et ne dit rien. Pourquoi? Parce que ces immigrés, ils font la richesse, font la fortune de cette région. Parce que l'Ejido, vous savez ce que c'est que l'Ejido avant? C'était une terre inculte, c'est-à-dire c'était le désert. Ça ressemblait un peu à l'Arizona, c'est-à-dire les Italiens viennent jouer des films cow-boy dans cette région. Maintenant, c'est devenu l'une des régions les plus riches d'Espagne. L'une des régions les plus riches d'Espagne. Et grâce à qui? Grâce aux immigrés en situation irrégulière. Et les Espagnols ne diront jamais ça. C'est ça, j'ai donné l'exemple de l'Ejido, moi je peux multiplier les exemples. Ce qui fait ce qu'il faut, c'est une gestion concertée de l'immigration entre ceux qui ont besoin et ceux qui ont excès. Merci beaucoup, professeur Khachani. Ça a été très très intéressant. On a quand même tenu 30 minutes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On espère vous revoir très bientôt. Mais c'est avec plaisir. Vous l'avez compris, chers auditeurs, la migration irrégulière est émaillée de beaucoup de risques. Si vous avez les moyens, restez chez vous et investissez
ça aussi, ça vous permettra d'avoir une vie meilleure. En tout cas, tout ce qu'on vous vend, l'Europe n'est pas forcément le paradis terrestre qu'on vous vend. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi avec nous cette émission enrichissante sur les risques liés à la migration irrégulière. Je rappelle que c'est une initiative portée par la Fondation Orient-Occident en partenariat avec OIM. Je vous retrouve moi demain pour un autre numéro et avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.